Chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir quelqu'un qui est passionnant dans plein de domaines, dans vraiment plein de domaines. Il a une ouverture d'esprit qui, j'espère, va nous illuminer, va nous éclairer aujourd'hui. Donc, c'est Bruno Mario. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci. Est-ce que en quelques minutes, tu peux te présenter à nos amis, à nos spectateurs, ton parcours, comment dire, tes passions, ce qui t'anime, Mmh. tout ce que tu fais, quoi. Bah, écoute, je commencerai bien à 36 ans. Je vais faire une sorte de résumé express de ce qui s'est passé avant. Non pas qu'il se soit rien passé avant, mais jusqu'à 36 ans, on va dire que j'avais un parcours, si ce n'est classique, du moins, qu'on peut connaître ou reconnaître. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait un MBA par la suite. J'ai travaillé dans des grands groupes, internationaux. Et puis à 36 ans, j'avais pas d'enfant, et toutes les raisons de penser, que je n'aurais pas d'enfant, biologique, en tout cas. Et à 36 ans, quand tu as pas d'enfant, tout le monde autour de toi a des enfants. Tes cousins, tes amis, donc chaque dîner, chaque week-end, chaque vacances est là pour te rappeler ta différence. Et du coup, moi, je me suis posé la question, qui est une question qui me porte encore chaque jour, c'est: quel allait être, mon legs? Qu'est-ce que j'allais laisser à l'univers et aux enfants, de mes amis? Puisqu'a priori, j'allais pas laisser mon ADN. Et donc j'ai porté cette question. Et moi, à l'époque, j'avais déjà beaucoup voyagé, j'ai pas mal vécu en Asie, j'ai écrit des bouquins sur les cultures asiatiques. Et déjà, à l'époque, ces voyages me faisaient ressentir. Alors, je crois que maintenant, on n'est plus dans le ressenti, on a des fêtes. Mais à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était plus du ressenti que le monde traversait une transition tout à fait exceptionnelle de par sa vitesse et de par son ampleur, et que cette transition était pleine de risques et pleine d'opportunités. De risques si on la comprenait, si on avait les bons outils pour la vivre, pardon, d'opportunités, pardon, et de risques au contraire si on la comprenait pas et si on n'avait pas les bons outils. Donc je me suis dit, bah voilà Bruno, ça va être ça, ta mission, ça va être ça ton leg. Il faut que tu comprennes cette transition et que tu trouves les bons outils pour qu'on soit du côté des opportunités. Donc j'ai quitté mon boulot. J'étais directeur commercial et marketing d'un très gros groupe international. Et j'ai fait le choix de consacrer l'intégralité de ma vie à cette mission. Comprendre qu'est-ce qui nous arrivait en tant qu'humains et qu'est-ce qu'on pouvait aller faire pour aller dans une direction qui, moi, me paraissait bénéfique, ou en tout cas, pouvait l'être potentiellement plus bénéfique pour nos enfants, les enfants de mes amis. Donc, tu Et, n'as pas et fait des donc là, enfants, pardon. tu n'as pas fait des enfants, tu as adopté l'humanité entière, quoi. Ouais, je dirais surtout que depuis, il y a un certain nombre de jeunes qui m'ont, eux, adopté. Voilà, donc là, je ne sais pas si j'ai adopté l'humanité entière, ça serait un peu prétentieux, mais voilà, essayer de faire ma petite part. Donc depuis 20 ans, voilà un peu ma mission, comprendre ce qui nous arrive. Très très bien, très très belle mission. Alors, je précise pour nos auditeurs que Bruno est un animal à part, hein, comme tous les personnages que l'on a reçus jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un de passionné, d'ailleurs ça se sent un tout petit peu, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Il va se nourrir, et je ne cesse de le dire aux jeunes générations dans les universités, aller sur place, aller parler avec les populations, apprenez les cultures qu'il y a sur place. On ne voit pas ça dans les séries télé. Il faut vraiment aller au contact des gens. Donc toi, tu vas vraiment sur le terrain. Ta spécialité, c'est l'Asie, tu l'as dit tout à l'heure, et tu lis énormément, Ah oui, énormément. quand j'ai décidé de m'attaquer à ma mission, là, c'est là que j'ai commencé à lire encore plus. Aujourd'hui, je lis une centaine de livres par an, un petit peu plus en ce moment. J'ai commencé à voyager. À l'époque, on pouvait encore monter dans des trucs qui s'appellent des avions. L'idée, c'était de rencontrer et de rencontrer des gens qui me paraissaient susceptibles de m'aider à comprendre ou à trouver des outils pour bien vivre cette transition. Donc j'ai rencontré, je sais pas, peut-être maintenant ça fait des milliers de gens, des gens super riches, des gens super pauvres,
des artistes, des leaders politiques, des détenus en prison, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley, ils font pas la même chose, hein. Pas mal de gens dans les forces spéciales, des journalistes de guerre, des gens très exposés à l'incertitude. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant des années, je continue à le faire différemment ces temps-ci où on peut pas voyager, ou nettement moins voyager. Et en fait, plus je voyageais, plus je rencontrais de gens, plus je lisais, moins je comprenais. Alors ça paraît être un peu une boutade, Non, mais en non. fait, quand il réfléchit, ça suit une sorte de logique, puisque plus je m'exposais à la complexité du monde, plus je la découvre, et plus je la découvrais à l'époque. Et alors pour moi, c'était doublement douloureux, parce que d'un côté, je faillissais à ma mission, puisque je ne trouvais pas les clés de compréhension et les bons outils. Et en plus, j'avais le sentiment de m'exposer à la souffrance du monde. J'avais déjà à l'époque l'impression que le monde souffrait, même des fois quand je rencontrais des milliardaires qui avaient l'impression de pas trop savoir qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre. Enfin, je me disais... Là... Et donc pour moi, c'était très très dur jusqu'au point où je me suis dit, mais attends, là, faut peut-être s'arrêter, reprends un vrai travail, enfin, tu perds ton temps, tu gagnes pas d'argent ou nettement moins qu'avant. Et c'était vraiment très difficile pour moi. Et jusqu'au jour, alors je me souviens parce que c'était particulier pour moi, j'arrive à Hong Kong, alors je connaissais déjà Hong Kong, j'ai vécu à Hong Kong, mais je sais pas, là il y avait une sorte de mélange, de peut-être un état un peu dépressif, j'y arrive pas, je comprends rien, le monde va pas bien, de décalage horaire, de fatigue, et je suis dans ma chambre d'hôtel à Hong Kong, à Kowloon pour ceux À qui connaissent, Kowloon, ouais, je connais et je bien aussi. regarde par la fenêtre et je vois les gens, je sais pas, comme des fourmis. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'un centre commercial à un autre centre commercial. Enfin, c'est quoi notre vie? Et là, je me dis, non, mais c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas y arriver. Il faut que je rentre chez moi, que je m'occupe de mon jardin. Le monde, c'est n'importe quoi. C'est le bordel. C'est le chaos. Et au moment où je me dis ça, je me dis, attends Bruno, est-ce que c'est le chaos justement au sens c'est le bordel, ou est-ce qu'au contraire c'est le chaos au sens scientifique du terme? Parce que là je me suis dit, attends, si c'est le cas, tu vas peut-être pouvoir à la fois trouver des patterns cachés, des schémas cachés, des ordres cachés qu'on pourra utiliser, et peut-être des outils. Et donc voilà, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai rencontré encore plus de spécialistes de ces sujets-là, et je suis arrivé à la conclusion que le monde dans lequel nous vivons est devenu plus incertain parce qu'il est devenu plus chaotique aux sciences scientifiques du terme. Exactement. Alors, avant de revenir sur ce sujet-là qui m'amène vers toi, est-ce que, j'ouvre une petite parenthèse qui est rigolote, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'appelle le moine futuriste, s'il te plaît? Alors oui, enfin l'expliquer, je sais pas, mais je peux donner l'histoire quand ça a commencé. En fait, j'étais à une réunion à San Francisco de la World Future Society, donc où il y a supposément des futuristes d'un peu partout dans le monde. Il y a surtout beaucoup d'Américains. Et je rentre bon, il y a des grands moments, des grandes conférences, puis il y a des moments plus des ateliers. Et je rentre dans un des ateliers auxquels je participais. Et il y a un des Américains qui animait le truc que je connais et qui dit Welcome to Bruno the Futurist Monk. Le moine futuriste. Alors je me dis, oui, bon, bah, c'est vrai, je médite tous les jours, je suis habillé en noir, je suis végétarien, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Puis quand même, à la fin de l'atelier, je vais le voir et je lui dis, mais pourquoi tu m'as appelé le moine futuriste? On n'a jamais parlé de ça. Il me dit, bah écoute, Bruno, t'es le seul dans cette salle et même probablement dans toute cette conférence qui ne parle pas que de technologie, voire même qui parle très peu de technologie. T'es le seul futuriste que je connaisse qui parle d'évolution de conscience. Qui dit que l'avenir ne sera pas fait que de technologie, mais de la manière dont on va voir l'avenir du monde et le souhaiter. Et je me suis dit, bah ouais, c'est pas con ce truc-là. Et donc je l'ai gardé. Et puis du coup, voilà, ça a pris sa propre vie. J'ai une amie qui me disait il y a pas longtemps, bah oui, moine futuriste, monos, comme moine, monos, qui réunit les contraires, futuriste, qui voit loin.
Donc voilà, ce nom est resté et il me va bien. Ah, c'est chouette. Tu as toute ta place dans cette capsule, en fait, hein, que j'appelle prospective impressionniste. D'abord parce qu'on parle de l'avenir, puis impressionniste parce que j'habite en plein pays impressionniste, là, au bord de la Seine. Donc, c'était le petit jeu de mots parce que notre première vidéo a été faite avec ma fille. Elle m'a dit, voilà, papa, on commence les vidéos, on se met là, on fasse la Seine dans un parc impressionniste. Donc, mais tu as toute ta place. Et ce qui est assez intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, quand on veut comprendre le monde, il faut aller dans les racines, dans le passé, mais c'est fractalien cette affaire. Ça veut dire que plus on se penche, plus on voit de détails, plus on voit de complexité. Donc c'est assez difficile. Mais effectivement, on ne peut pas envisager l'avenir sans regarder son passé, sans regarder là d'où on vient. Mais moi, j'aime beaucoup aussi ton approche parce qu'on parle de futur. Et le futur est absolument fantastique parce qu'il y a une partie d'écrite, il y a une partie de non écrite, il y a une partie de hasard, une partie de destin, après on appelle ça comme on veut, un dieu ou ainsi de suite, mais en tout cas, tout ça, c'est un beau mélange qui peut nous laisser croire ou espérer que l'humanité va vers un meilleur quand on regarde parfois des comportements qui sont pas très très jolis. Alors, toi qui connais, qui a beaucoup travaillé, tu parles de tes devoirs en fait, tu as beaucoup travaillé sur le chaos, tu as même écrit un bouquin qui s'appelle Chaos mode d'emploi. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur est-ce que le monde d'aujourd'hui ressemble à une expression chaotique? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par le monde d'aujourd'hui. La Pour crise ceux que qui l'on traverse regarderont cette actuellement. vidéo dans des siècles et des siècles, juste pour leur dire que nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque des confinements, hein, puisqu'on en est déjà à deux, appelé également crise Covid, le Covid, la Covid, enfin ça dépend des jours. Alors, ce que je pense, c'est que oui, on vit une période tout à fait particulière, au-delà même de cette période des confinements. Euh, et que cette période est chaotique au sens scientifique du terme pour plusieurs raisons qui avaient commencé déjà il y a quelques années. Ces raisons, ce sont essentiellement le nombre, la connexion et la vitesse. Nous n'avons jamais été autant nombreux sur Terre. Il y a 150 ans, on était à peu près 1 milliard d'habitants. Nous sommes aujourd'hui pas loin de 8 milliards. C'est une véritable explosion du nombre d'êtres humains en une, deux ou trois générations. Explosion du nombre d'humains. Et rien que ça change tout. Imagine, là on est tous les deux, imagine que nous soyons 8 fois plus, 16. Je ne dis pas que ça serait mieux ou moins bien, je dis de toute évidence ce serait différent. Cette conversation ne serait pas la même. Augmentation du nombre. Augmentation de la connexion. Nous sommes la preuve aujourd'hui que nous sommes connectés. Depuis 2014, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains, plus de la moitié de la population mondiale connectée à Internet. Enfin voilà, nous n'avons jamais été autant connectés. Et rien que ça, explosion, alors si on veut utiliser les termes des sciences du chaos ou de la complexité, on parlerait de l'explosion du nombre d'agents connectés. Alors un agent, c'est pas un gars avec un képi, mais c'est un truc qui interagit avec un autre truc. Nous n'avons jamais été autant de trucs. Donc non seulement il faut imaginer qu'on est 8 fois plus nombreux, on est 16 pendant notre conversation, mais en plus tout le monde parle en même temps. Augmentation du nombre, augmentation de la connexion, et je rajouterais augmentation de la vitesse pour un certain nombre d'événements. Souvent, les gens me disent, mais Bruno, tu crois que cette période est tout à fait exceptionnelle, qu'on vit une transition incroyable parce que c'est ton époque. Mais il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, probablement qu'ils pensaient la même chose. Alors, si jamais quelqu'un vous dit ça, faut répondre oui, parce que nos ancêtres ont vécu des transitions tout à fait inimaginables, des crises inimaginables, des pandémies déjà, des guerres, des migrations absolument inimaginables. La différence avec ce que nous sommes en train de vivre tient en 2 mots, et c'est essentiel de comprendre ça. Ces 2 mots, ce sont l'échelle et la vitesse. Aucune transition n'a impacté autant de gens en si peu de temps, et je vais juste prendre 2 exemples très rapides. Si tu regardes l'évolution à la fois des technologies, mais également des manières de vivre ensemble, de la sociologie de la pays, de comment on vit, on peut dire qu'on a une grande époque qu'on peut appeler chasseur-cueilleur.
Et puis on est passé à l'agriculture-élevage. Cette transition s'est faite en milliers d'années et n'a pas impacté tout le monde au même moment. La deuxième grande transition, il y en a d'autres, mais c'est une grille de lecture. Quand on est passé à l'industrie-commerce, la révolution industrielle, ça s'est passé là en centaines d'années, et là encore, ça n'a pas impacté tout le monde. La transition que nous vivons depuis, je ne sais pas exactement combien de temps, mais des décennies, 20, 30 ans, je ne sais pas comment l'appeler, la société Internet, du savoir, de la connaissance, se passe, elle, en, je viens de le dire, 20 ou 30 ans. Et elle touche, on l'a vu tout à l'heure, pratiquement toute la population mondiale, en tout cas plus de la moitié. Ça ne s'est jamais vu. Jamais une transition technologique, par exemple, n'a impacté autant de gens. C'est ça qui est nouveau. Et l'exemple, là, souvent, mon deuxième exemple, c'est la pandémie Covid que nous vivons. Souvent, les gens disent, mais c'est pas la première pandémie. Et puis, celle d'avant était beaucoup plus violente, ce qui est vrai. Je les connais pas toutes, mais j'ai lu pas mal de trucs sur la grippe espagnole. On pense que c'est entre 30 et 50 millions de morts. La différence fondamentale, c'est la vitesse et l'échelle. À l'époque, ils n'avaient pas conscience de vivre quelque chose de planétaire. Ils l'ont su ou on l'a su après. Il faut bien se remettre dans les contextes du mois de mars. Fin mars, début avril, il y a moins de 100 000 morts attribués au Covid. Il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, mais il y a moins de 100 000 morts attribués au Covid. Quelques semaines plus tard, la moitié de la population mondiale est sous une forme de confinement. C'est-à-dire qu'une centaine de milliers de morts, en quelques semaines, a impacté de manière significative la vie de plus de la moitié de la population humaine. Je mets au défi quiconque de me trouver un événement qui a impacté autant de gens en si peu de temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui montre que, je crois, nous sommes dans un état plus chaotique qui entraîne plus d'incertitudes. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu des événements avant, mais en fait, ce qui est assez intéressant, je fais le rapprochement en t'écoutant, que suivant la courbe de la population mondiale, je vais mettre dans le bon sens, la courbe de la population mondiale, elle est exponentielle à l'heure actuelle. C'est assez intéressant de la voir depuis l'an 1000, par exemple. Elle est exponentielle. Et en fait, ton discours, on peut le caler sur cette courbe qui est corrélée à 95% d'ailleurs, hein, sur la vitesse, sur l'ampleur et ainsi de suite. Et effectivement, seulement 120 ou 110 ou 120 000 morts ont bloqué la planète. Et c'est un sport de riches. Hein, parce que ce sont les riches, c'est le G7, c'est le G20 qui a décidé de bloquer la planète, et ça a entraîné aussi, par effet de conséquence, par effet de domino, l'entièreté de la planète. Puisque si les riches ne consomment plus, les pays qui sont en développement basé sur la production, en Afrique ou en Inde, et une partie de la Chine, se retrouvent mécaniquement quelque part arrêtés également. Et en fait, ça a contribué à générer le confinement derrière. Ça ne s'est pas fait tout de suite en Inde, par exemple, mais ça s'est fait plus tard. Mais en tout cas, ça a bloqué la planète entière. Donc, c'est absolument colossal. Même en 1348, la grande peste de 1348, qui a été dévastatrice en Europe, ça n'avait bloqué qu'une partie de l'Europe, tout en sachant que l'information ne circulait pas à l'époque. Donc, en fait, c'était surtout le canal du Rhône et ainsi de suite. Mais toute l'Europe n'était pas au courant de la pandémie de l'époque, en plus. Là, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tout est dans l'instantanéité, en fait. C'est remarquable et c'est flippant en même temps. C'est comme ça. Ouais. Alors, justement, par rapport à ça, parce que moi, c'est mon réflexe et je sais que toi, c'est le tien également, immédiatement, quand on voit des mouvements de ligne, alors celui-ci est un petit peu dramatique, bien entendu, on parle de mort, donc c'est un petit peu dramatique, mais quand on voit des mouvements de ligne, surtout comme ceux-là, ils sont tectoniques, ceux-là quand même, là-dedans, alors, je ne pose même pas la question, ce que tu vas répondre oui, j'allais dire, faut-il y voir des opportunités? Bien entendu. Maintenant, comment est-ce que tu perçois les opportunités? Comment est-ce que tu perçois un petit peu les choses à l'heure actuelle dans cette espèce de grosse masse de mouvements? Alors écoute, je ne sais pas si c'est une bonne ou une traduction très éloignée de la manière dont tu poses la question. Les deux questions qu'on me pose le plus en ce moment, c'est est-ce que ça va revenir comme avant? On me la pose de moins en moins ces derniers jours quand même. Et est-ce que ça sera mieux après? Alors, est-ce que ça va redevenir comme avant? Là, je crois que de plus en plus de gens l'ont compris. La réponse est non. Pour une raison très simple, c'est que ça n'est déjà plus
comme avant, et je pourrais prendre de nombreux exemples. Et c'est un des enseignements des théories du chaos. Ce que nous disent les théories du chaos, c'est qu'un système, alors un système c'est quoi? C'est un ensemble de trucs. Donc mon corps est un système, la France est un système, votre famille, votre entreprise est un système, des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Un système peut être à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Une chaise, tu as l'air assis sur une chaise à peu près à l'équilibre. Un système, voilà, à l'équilibre ne bouge pas. Et puis, si quelqu'un te pousse sur ta chaise, tu vas te mettre à osciller, un peu comme une balançoire, te mettre à osciller sans trop t'éloigner de l'équilibre. Un peu comme un thermostat, s'il fait trop chaud, il met la clim, la température baisse, s'il fait trop froid, il arrête la clim, la température remonte, etc. etc. C'est plat, ça ne bouge pas, ou ça oscille pas trop loin de l'équilibre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes linéaires. Pas besoin de retenir ce mot-là, mais ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des systèmes, une fois qu'on les a compris, on peut les prévoir et les contrôler. Et ça, c'est l'essentiel de notre manière de voir le monde, c'est de chercher à comprendre pour pouvoir prévoir et contrôler, comme le thermostat. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, qui s'appelle le point de déclenchement en français, qui est plus connu sous son nom anglais de tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification. C'est-à-dire que le truc va devenir de plus en plus... Le thermostat est devenu fou, en quelque sorte. S'il fait trop chaud, il met la clim. Quand il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remet la clim, mais encore plus forte, etc. Plus il fait froid, plus il fait froid. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Et je pense qu'aujourd'hui, dans plein de domaines, parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés, parce qu'un certain nombre de choses, pas toutes, s'accélèrent, le système n'a plus le temps de revenir à l'équilibre et on voit plein de phénomènes d'auto-amplification comme ça. Plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre, plus on croit que la Terre est plate, plus on croit que la Terre est plate, plus on est de droite, plus on est de droite, plus on est de gauche, plus on est de gauche, etc. etc. Et alors, la question qui peut se poser, c'est une fois qu'on a passé le tipping point et puis qu'on a ces trucs qui augmentent, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Plus une boule de neige est grossie, plus elle accumule de la neige, donc plus elle grossit, plus elle grossit. Et c'est très connu également sous le nom qui vient des théories du chaos, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un petit phénomène va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier et peut, dans certains cas, donner des résultats ou avoir des conséquences absolument gigantesques. Alors, ce que disent les théories du chaos, c'est qu'une fois qu'on a passé le tipping point, on ne peut pas revenir en arrière. Donc le côté répondre à la question qui devient de plus en plus intuitivement « non, ça ne va pas revenir comme avant », les théories du chaos nous disent exactement la même chose. Ce que nous disent les théories du chaos également, c'est qu'est-ce qui peut se passer après. Et là, d'après les théories du chaos, il peut se passer deux choses, et seulement deux choses. La première chose, c'est la mauvaise nouvelle. Le système, l'ensemble des trucs qui interagissent, peut s'effondrer. Il y a ce qu'on appelle un effondrement, ce qu'on appelle de plus en plus de nos jours un collapse, avec nos amis collapsologues. Le système s'écroule, c'est également la deuxième loi de la thermodynamique, tout redeviendra poussière, augmentation de l'entropie, etc. etc. Et clairement, c'est une possibilité, c'est-à-dire ce que nous disent les théories du chaos, c'est que le monde tel que nous le connaissons, la civilisation telle que nous la connaissons, peut s'effondrer. Ça ne serait pas la première fois, Rome s'est effondrée, d'autres civilisations se sont effondrées. Ce qui changerait aujourd'hui, c'est probablement la rapidité et l'ampleur de cet effondrement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. D'après les théories du chaos, il y a également une bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, un nouveau système quasiment, peut émerger, peut apparaître. C'est-à-dire que de la même manière que les théories du chaos nous disent que tout ce qu'on connaît peut s'effondrer, et ça a été très très bien, et ça l'est très bien documenté par les collapsologues, qui, de mon point de vue, ont raison. Simplement, je pense qu'ils ont qu'une partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont 100% raison sur la moitié de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est
l'émergence, c'est-à-dire que les théories du chaos nous disent que nous pourrions vivre plus harmonieusement, que nos enfants aient suffisamment à manger, une nourriture de qualité, durable, enfin, etc., etc., etc. Alors, souvent on me dit, mais Bruno, tu es un doux rêveur, qui est mon insulte préférée, donc ça me va bien, si ce n'est que nous sommes le résultat de ces émergences. De l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, de la cellule vivante à l'organisme vivant jusqu'à Denis, le nec plus ultra de la complexité. Voilà, en résumé, est-ce que ça va redevenir comme avant? Non. Parce que, un, c'est déjà plus comme avant, et deux, parce qu'une fois qu'on a dépassé le tipping point, on s'éloigne de plus en plus de l'équilibre d'avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être mieux après? Eh ben, je dirais ça dépend. Il y a les collapsologues et moi, j'essaye de mon mieux de rallier les gens au camp des émergologues. Voilà, ça n'existe pas, mais j'ai inventé le mot. Moi, j'appelle les émergologues. D'accord. Alors, dans tes intuitions, sur la base de tes connexions et de tes connaissances, tes intuitions te disent quoi sur ce monde d'après? Comment tu le perçois? Là, bien évidemment, on est dans des hypothèses des travaux intellectuels, mais tu as des pistes quelque part. Comment tu le sens, toi, le monde d'après? Le monde d'après dans les 25 ans, en fait, hein, pas dans 300 ans. Bah, tu sais, moi, j'ai des bons jours et des mauvais jours, comme tout le monde. Donc, mais les bons jours, je me lève et je me dis, un jour, on va tous se rendre compte qu'on est tous humains, frères et sœurs, lointains peut-être, qu'on n'a qu'une planète pour l'instant, tant qu'Elon Musk nous a pas emmenés sur Mars ou ailleurs. Pour l'instant, on n'en a qu'une et qu'on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Ça, c'est les très bons jours. Voilà, les très très bons jours. Et puis j'ai des mauvais jours et je me dis c'est mort là, c'est foutu, on va tous crever. Y a tellement de causes d'effondrement. Et je voudrais quand même rappeler que quand Rome s'est effondrée, vers 450 après Jésus-Christ, la population de Rome est passée de 1 million d'habitants, tu imagines, que le niveau de complexité pour vivre à 1 million d'habitants, est passé de 1 million d'habitants à 30 000, à peu près une trentaine d'années. C'est un véritable effondrement, avec à la différence qu'à l'époque, ça a quand même pris 30 ans. Rome ne s'est pas fait en un jour et Rome ne s'est pas défait en un jour. Aujourd'hui, on l'a bien vu, par exemple avec le Covid, qui savait où était Wuhan il y a 6 mois? Qui ne sait pas où est Wuhan aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je pense sincèrement que oui, la civilisation telle qu'on la connaît peut s'effondrer ou s'effondrer de manière significative. Et puis, il y a la plupart des jours, je suis un peu entre les deux. Et je me dis plusieurs choses. D'abord, je me dis quel est le niveau, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais quand je me parle à moi, je m'autorise ces écarts de langage. Je me dis, Bruno, quel va être le niveau de claque dans la gueule qu'il va falloir qu'on prenne pour se rendre compte que, à nouveau, on est tous cousins, on n'a qu'une espèce, on n'a qu'une planète, etc. Et on voit des tas de signes de ça. C'est-à-dire que si on regarde de manière négative, on va voir le monde d'avant qui s'effondre, mais on peut voir également certaines émergences. Donc voilà, la question que je me pose, c'est quel est le niveau de claque dans la gueule qu'on va devoir prendre pour faire émerger ce niveau de conscience. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, à la fois pour être plutôt moi dans ma vie, avec ma famille, ma communauté, ou les gens qui ont de l'importance à mes yeux, être plutôt du côté de l'émergence, et comment je peux contribuer à une émergence vers, j'ose pas dire, un monde meilleur, parce que ça, des fois, c'est pas très possible. Vertueuse. Plus harmonieux. Voilà, souvent, je dis un monde plus harmonieux. J'aime bien l'idée d'harmonie. Oui. Donc, non, mais c'est marrant parce que ton parallèle, moi j'appelle ça la théorie du mur. C'était parce que moi j'ai vécu 2008 de l'intérieur, parce que j'étais en salle des marchés. Et c'est assez amusant parce qu'on savait qu'on allait dans le mur. On le savait, on allait à 300 à l'heure dans le mur. Mais c'est ton niveau de claque dans la gueule en fait. C'est qu'on se pense toujours plus intelligent que tout le monde et qu'on va être les premiers à sauter de la voiture pour ne pas se prendre le mur de plein fouet. Non,
tout le monde se prend le mur de plein fouet de toute façon. Et effectivement, et c'est ce que j'ai commencé mes vidéos comme ça en mars de cette année en disant il ne peut y avoir résilience ou nouveau monde ou monde plus vertueux ou harmonieux, il ne peut y avoir résilience qu'à la condition qu'il y ait grande souffrance. Pour l'instant, c'est le niveau de claque dans la gueule que tu dis finalement. Oui, et ça n'était qu'une des hypothèses. Il y avait une autre hypothèse qui était un jour on se lève. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Les médecins, les psychologues, les philosophes se posent la question depuis quelques centaines ou milliers d'années. Est-ce qu'il faut souffrir pour progresser? Je suis témoin dans ma vie, dans celle de mes proches, que dans certains cas, la souffrance, les crises peuvent permettre de progresser. Et je suis également témoin dans ma propre vie et dans la vie de proches que je vois des gens parfaitement progresser sans avoir à souffrir. Donc je pense que l'éveil de conscience, la capacité à regarder les choses différemment ne sont pas forcément liés à un niveau de souffrance. Ça peut l'être, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Très bien. Cher Bruno, c'est passionnant. Nous avons déjà dépassé. Bon, je pense que nos amis le savent déjà. On ne peut pas tenir le délai de 24 minutes à chaque fois. C'est absolument passionnant. Je recommande bien évidemment la lecture de tes ouvrages, Chaos, mode d'emploi, mais les autres, je les indiquerai à la fin. Je les indiquerai, puisque c'est toujours très intéressant de voir un petit peu notre interlocuteur, comment est-ce qu'il envisage ces sujets et le monde. Je préviens tout le monde, Bruno a une immense connaissance de l'Asie. Je ne cesse de prêcher dans mes conférences, pour ceux qui me connaissent bien, que le monde est devenu asiatique, l'épicentre est déjà asiatique bien avant que l'ancien monde, le monde occidental ne se rende encore compte que la bascule a déjà été effectuée. J'avais fait une vidéo au 1er janvier sur le centre du monde est derrière moi dans l'océan Indien pour tout ce qui est échange maritime, échange stratégique, position stratégique. Et effectivement, l'épicentre est en Asie. Et nous avons une divergence de point de vue tous les deux. Et je voudrais en faire une vidéo l'année prochaine, pas tout de suite, on n'a pas le temps, mais l'année prochaine, j'aimerais avoir l'opinion de Bruno sur justement quelle sera ou quelles pourraient être les hypothèses de la future gouvernance du monde. On n'est pas du tout d'accord sur l'évolution de la chose, mais moi, ça m'intéresse en tout cas d'avoir son avis et que l'on partage cette fois-ci nos avis sur cette chose-là en fonction de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a travaillé et intuité sur place avec les cultures et avec les peuples. Lui, il connaît très très bien l'Asie, la Chine et l'Inde. Et moi, je la connais. Je suis un peu comme Champollion. J'y suis très très peu allé parce que je suis débordé par mes sujets. J'y suis allé, mais pas suffisamment pour avoir son point de vue. Et j'aimerais bien qu'on croise nos points de vue sur cette future gouvernance du monde que les Américains vont finir probablement par lâcher un jour. On voit qu'ils sont sur le déclin. Et je pense que Bruno a beaucoup, beaucoup de lumière à nous apporter là-dessus. Cher Bruno, merci beaucoup pour ta contribution. Merci à toi, merci à vous Plein tous. de belles choses. Et puis, en espérant se revoir de manière physique après ce confinement, probablement vers fin janvier ou fin février. Porte-toi bien au fin fond de l'Ardèche. Ce jeune homme habite au fin fond de l'Ardèche, au soleil. Et à très, très bientôt, Bruno. À très bientôt, merci.